Mousquetaires de Alexandre Dumas, folio junior, texte classique abrégé. Chapitre 1. Chapitre 1. Les 3 prisons de Monsieur d'Artagnan père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Meung semblait être dans une révolution entière. Les bourgeois entendaient du bruit, se précipitèrent du côté de l'hôtel du Franc-Meunier. Un jeune homme, traçant son portail d'un seul trait de plume, figurez-vous Don Quichotte à 18 ans, visage long et brun, les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le Gascon, même sans béret. L'œil ouvert et trop intelligent, le nez crochu mais finement dessiné, trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil peu exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage dans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied, et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture remarquable. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jeune de robe, sans crin à la queue, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, faisant encore également ses 8 lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que dans un temps où tout le monde se connaissait en chevaux, l'apparition du bidet à Meung produisit une sensation dans la défaveur réjaillit jusqu'à son cavalier. Le jeune d'Artagnan ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait si bon cavalier qu'il fût. Une pareille monture aussi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait Monsieur d'Artagnan père. Mon fils, avait dit le gentilhomme gascon, ce cheval est né dans la maison de votre père. Il y a tantôt 13 ans, et y est resté depuis ce temps-là. Ce qui doit vous porter à l'aimer, ne le vendez jamais, laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse. À la cour, continua Monsieur d'Artagnan père, soutenez dignement votre nom de gentilhomme, qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. C'est par son courage, entendez-vous bien, par son courage seul qu'un gentilhomme fait son chemin aujourd'hui. Vous êtes jeune, vous devez être brave par 2 raisons. La première, c'est que vous êtes gascon, et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. Je n'ai à vous donner que 15 écus, mon cheval, et les conseils que vous venez d'entendre. Votre mère y ajoutera la recette d'un certain baume qu'elle tient d'une bohémienne et qui a une vertu miraculeuse pour guérir toute blessure qui n'atteint pas le corps. Faites votre profit du tout et vivez heureusement et longtemps. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter, et c'est un exemple que je vous propose.
Je veux parler de monsieur de Tréville, qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de vous jouer tout enfant, avec notre roi Louis XIII, que Dieu conserve. Allez le voir avec cette lettre et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui. Sur quoi monsieur d'Artagnan père ceignit à son fils sa propre épée, l'embrassa tendrement sur les 2 joues et lui donna sa bénédiction. En sortant de la chambre paternelle, le jeune homme trouva sa mère qui l'attendait avec la fameuse recette dont les conseils que nous venons de rapporter devaient nécessiter un assez fréquent emploi. Les adieux furent de ce côté plus longs. Le même jour, le jeune homme se mit en route, muni de 3 présents paternels. Comme il descendait de cheval à la porte du franc-meunier, d'Artagnan avisa à une fenêtre un gentilhomme de belle taille et de haute mine renfrogné, lequel causait avec 2 personnes qui paraissaient l'écouter à déférence. D'Artagnan crut tout naturellement, selon son habitude, être l'objet de la conversation et écouta. Cette fois, D'Artagnan ne s'était écouté qu'à moitié. Ce n'était pas lui qui était en question, mais de son cheval. Les auditeurs éclataient de rire à tout moment. D'Artagnan fixa son regard fié sur l'étranger et reconnut un homme de 40 à 45 ans, aux yeux noirs et perçants, au teint pâle, au nez fortement accentué, à la moustache noire et parfaitement taillée. Le gentilhomme faisait à l'endroit du bidet béarnais une de ses plus savantes et de ses plus profondes démonstrations. Ses deux auditeurs éclatèrent de rire, et lui-même laissa visiblement erreur un pâle sourire sur son visage. Cette fois, il n'y avait plus aucun doute, D'Artagnan était réellement insulté. Aussi plein de cette conviction, il s'avança, une main sur la garde de son épée et l'autre appuyée sur la hanche. « Eh, monsieur, s'écria-t-il, monsieur, qui vous cachez derrière ce volet? Oui, vous, dites-moi donc un peu de quoi vous riez et nous rirons ensemble. » Le gentilhomme ramena lentement les yeux de la monture au cavalier et après une assez longue pause, avec un accent d'ironie et d'insolence, il répondit à D'Artagnan. « Je ne vous parle pas, monsieur. Mais je vous parle, moi, s'écria le jeune homme, exaspéré de ce mélange d'insolence et de bonne manière. L'inconnu le regarda encore une fois, avec son léger sourire, et se retirant de la fenêtre, sortit lentement de l'hôtellerie pour venir à 2 pas de D'Artagnan, se planter en tête du cheval. D'Artagnan, le voyant arriver, tira son épée d'un pied hors du fourreau. Ce cheval est décidément plutôt a été dans sa jeune bouton d'or, reprit l'inconnu, s'adressa à ses auditeurs de la fenêtre. C'est une couleur fort connue en botanie, mais jusqu'à présent fort rare chez les chevaux. Tel rit du cheval qui n'oserait pas rire du maître. Je ne ris pas souvent, monsieur, reprit l'inconnu, mais je tiens cependant à conserver le privilège de rire quand il me plaît. Et moi, s'écria D'Artagnan, je ne veux pas qu'on rie quand il me déplaît. En vérité,
En vérité, en vérité, continua l'inconnu, plus calme que jamais. Eh bien, c'est parfaitement juste. Et tournant sur ses talons, il s'apprêta à rentrer dans, dans l'hôtellerie par la grande porte sous laquelle d'Artagnan, en arrivant, avait remarqué un cheval tout serré. D'Artagnan n'était pas de caractère à lâcher ainsi un homme qui, qui avait eu, qui avait eu l'insolence de se moquer de lui. Il tira son épée entièrement du fourreau et se mit à poursuivre en criant: Tournez, tournez donc, monsieur le railleur, que je ne vous frappe pas que je ne vous frappe point par derrière. Me frapper, moi? Me frapper, moi? Dit l'autre en pivotant sur ses talons et en regardant le jeune homme avec autant d'étonnement que de mépris. Alors, allons donc, mon cher, vous êtes fou? Il acheva à peine que d'Artagnan lui allongea un si furieux coup de pointe que s'il n'eût fait vivement un bond en arrière. Il est probablement qu'il eût plaisanté pour la dernière fois. L'inconnu vit alors que la chose passait la raillerie, tira son épée, salua son adversaire et se mit gravement en garde. Mais au même moment, ses deux auditeurs, accompagnés de l'hôte, tombèrent sur d'Artagnan à grands coups de bâton, de pelle et de pinceau. La peste soit des Gascons. Remettez-le sur son cheval orange et qu'il s'en aille. Pas avant de t'avoir tué, lâche, criait d'Artagnan sans reculer d'un pas à ses trois ennemis qui le moulaient du cou. Encore un gasconnade, murmura le gentilhomme. Encore un gasconnade, murmura le gentilhomme. Sur mon honneur, ces Gascons sont incorrigibles. Continuez donc la danse, puisque le veut absolument. Quand il sera là, il dira qu'il en a assez, mais l'inconnu ne savait pas encore à quel genre d'entêté il avait affaire. D'Artagnan n'était pas un homme à jamais demander merci. Le combat continua donc quelques secondes encore. Enfin, d'Artagnan, épuisé, lâcha laisser échapper son épée qu'un coup de bâton brisa en deux morceaux. Un autre coup qui lui entama le front le renversa presque en même temps, tout sanglant et presque évanoui. C'est à ce moment que de tous côtés on accourut sur le lieu de la scène. L'hôte, craignant du scandale, emporta avec l'aide de ses garçons le blessé dans la cuisine où quelques soins le furent accordés. Quant au gentilhomme, il était venu prendre sa place à la fenêtre et regardait avec une certaine impatience toute cette foule. Eh bien, comment va cet enragé? Reprit-il en s'adressant à l'hôte qui venait s'informer de sa santé. Il va mieux, dit l'hôte. Il s'est évanoui tout à fait. Mais avant de s'évanouir, il a rassemblé toutes ses forces pour vous appeler et vous défier en vous appelant. Mais c'est donc le diable en personne que ce gaillard-là, s'écria l'inconnu. Oh non, votre Excellence, ce n'est pas le diable, reprit l'hôte avec une grimace de mépris, car pendant son évanouissement, nous l'avons fouillé et il n'a dans son paquet qu'une chemise et dans sa bourse de 12 écus, ce qui ne l'a pas empêché de dire en s'évanouissant que si pareille chose était arrivée à Paris, vous vous en
repentiriez tout de suite, tandis qu'ici, vous ne vous en repentirez que plus tard. Alors, dit froidement l'inconnu, ces quelques princes du sang déguisé, et il frappa sur sa poche, nous verrons ce que monsieur de Tréville pensera de cette insulte faite à son protégé. Monsieur de Tréville, dit l'inconnu, en devenant attentif, pendant que votre jeune homme était évanoui, vous n'avez pas été, j'en suis bien sûr, sans regarder aussi cette pochette-là. Qui aurait-il? Une lettre adressée à monsieur de Tréville, capitaine des mousquetaires. Diable, dit-il, dans Tréville m'aurait-il envoyé ce gascon? Il est bien jeune. Mais un coup d'épée et un coup d'épée. Mais un coup d'épée et un coup d'épée. Quel que soit l'âge de celui qui le donne, et l'on se défie moins d'un enfant que de tout autre. Il suffit parfois d'un faible obstacle pour contrarier un grand dessein. Et l'inconnu tomba dans une réflexion qui dura quelques minutes. Voyons, Lot, dit-il, est-ce que vous ne me débarrasserez pas de ce frénétique? En conscience, je ne puis le tuer. Et cependant, ajouta-t-il avec une expression froidement menaçante, cependant, il me gêne. Où est-il? Dans la chambre de ma femme où, on le pense, au premier étage. Ses armes et son sac sont avec lui. Il n'a pas quitté son pourpoint. Tout cela, au contraire, est en bas de la cuisine. Montrez chez vous. Faites mon compte et avertissez mon laquais. Il ne faut pas que Milady soit aperçue que ce drôle continua l'étranger. Si seulement je pouvais savoir ce que contient cette lettre adressée à Tréville. Et l'inconnu, tout en marmottant, se dirigea vers la cuisine. Pendant ce temps, Lot était remonté chez sa femme et avait trouvé d'Artagnan maître enfin de ses esprits. Alors, tout en lui faisant comprendre que la police pourrait bien lui faire un mauvais parti pour avoir été chercher querelle à un grand seigneur, il le détermina, malgré sa faiblesse, à se lever et à continuer son chemin. D'Artagnan, à moitié abasourdi, sans pourpoint et la tête toute emmaillotée de langue, se leva donc et commença de descendre, mais en arrivant à la cuisine, la première chose qu'il aperçut fut son provocateur qui causait tranquillement au marchepied d'un lourd carrosse attelé de gros chevaux normaux. Son interlocutrice, dont la tête apparaissait encadrée par la portière, était une femme de 20 à 22 ans. Il vit du premier coup d'œil que la femme était précieuse, que la femme était jeune et belle. C'était une pâle et blonde personne aux longs cheveux bouclés tomba sur ses épaules, aux grands yeux languissants, aux lèvres rosées et aux mains d'albâtre. Ainsi son éminence m'ordonne, disait la dame, de retourner à l'instant même en Angleterre, et de le prévenir directement si le duc quittait Londres. Et quant à mes autres instructions, demanda la belle voyageuse. Elles sont renfermées dans cette boîte que vous n'ouvrirez que de l'autre côté de la Manche. Très bien. Et vous, que faites-vous? Moi, je retourne à Paris. Sans châtier cette insolence, petit garçon, demanda la dame. L'inconnu allait répondre, mais au moment où il ouvrait la bouche, d'Artagnan
qui avait tout entendu, s'élança sur le seuil de la porte. C'est cet insolent petit garçon qui châtie les autres, s'écria-t-il. Songez, s'écria Milady, en voyant le gentilhomme apporter la main à son épée. Songez que le moindre retard peut tout perdre. Quand vous avez raison, s'écria le gentilhomme, partez donc de votre côté, moi je pars du mien. Et saluant la dame d'un signe de tête, il s'élança sur son cheval tandis que le cocher du carrosse flottait son attelage. Les deux interlocuteurs partirent donc au galop, s'éloignant chacun par un côté opposé de la route. Ah, lâche, ah, misérable, ah, gentilhomme, cria D'Artagnan, s'élança. Mais à peine eut-il fait dix pas que ses oreilles tentèrent un éblouissement et qu'il tomba au milieu de la rue en criant encore lâche, 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 oui, bien lâche, murmura. Mais elle, bien belle. Qui elle? Demanda l'autre. Milady balbutia D'Artagnan, et il s'évanouit une seconde fois. Le lendemain, dès 5 heures du matin, D'Artagnan se leva, descendit lui-même à la cuisine, et la recette de sa mère à la main se composa un baume dont il oignit ses nombreuses blessures grâce sans doute à l'efficacité du baume, et il se trouva sur pied dès le soir même et à peu près guéri le lendemain. Mais au moment de payer, D'Artagnan ne trouva dans sa poche que sa petite bourse de velours à râpé ainsi que les 11 écus qu'elle contenait. Mais quant à la lettre adressée à monsieur de Tréville, elle avait disparu. Ma lettre de recommandation, s'écrie D'Artagnan. Ma lettre de recommandation, sang Dieu! Est-ce que cette lettre renfermait quelque chose de précieux? Demanda l'hôte au bout d'un instant d'investigation inutile. Je le croyais bien, s'écria le Gascon, qui comptait sur cette lettre pour faire son chemin à la cour. Elle contenait ma fortune. Un train de lumière frappa tout à coup l'esprit de l'hôte. Cette lettre n'est pas perdue, n'est point perdue, s'écria-t-il. Elle vous a été prise par le gentil homme d'hier, lorsque je lui ai annoncé que votre seigneurie était le protégé de monsieur de Tréville, et que vous aviez même une lettre pour cet illustre gentilhomme. Il a paru fort inquiet, m'a demandé où était cette lettre, et est descendu immédiatement à la cuisine, où il savait qu'était votre pourpoint. Alors c'est mon voleur, répondit D'Artagnan. Je m'en plaindrai à monsieur Tréville, et monsieur de Tréville s'en plaindrait au roi. Puis il tira majestueusement 2 écus de sa poche, les donna à l'hôte qui l'accompagna, les chapeaux à la main, jusqu'à la porte, remonta sur son cheval jaune, qui le conduisit sans autre accident à Paris, où son propriétaire le vendit 3 écus, qui était fort bien payé. D'Artagnan entra donc dans Paris à pied, portant son petit paquet sous son bras, et marcha tant qu'il trouvait à louer une chambre qui convint à l'exiguïté de ses ressources. Cette chambre fut une espèce de mansarde 6 rue des Fossoyeurs, près de Luxembourg. D'Artagnan prit possession de son logement, puis il alla faire remettre une lame à son épée
Après quoi, content de la façon dont il était de conduire à Meug, son remords dans le passé, confiant dans le présent et plein d'espérance dans l'avenir, il se coucha et s'endormit du sommeil du brave. Ce sommeil lui conduisit jusqu'à 9 heures du matin, heure à laquelle il se leva pour se rendre chez ce fameux monsieur de Tréville.